Claire Martin, j'ai l'impression que vous êtes une femme forte. J'espère être une femme forte. Je, je me sens assez forte. Je ne sais pas dans quel état je serai tout à l'heure, mais pour le moment. Qu'est-ce que c'est qu'une femme forte pour vous? Euh, c'est de savoir faire face à la vie quotidienne. C'est de se rendre au bout en bon état, hein, malgré les vicissitudes, les difficultés du métier, de, pas seulement du métier, évidemment, de la vie de femme. Souvent, pour l'homme, la femme forte, c'est celle qui essaie de lutter avec l'homme et de le vaincre. Oui, les hommes sont assez intimidés, je pense, devant le désir d'une femme d'être une femme forte. Ils sont assez désespérés aussi parfois. Êtes-vous Mais nombreuse dans votre groupe de femmes fortes? ça, je sais pas. Je crois pas qu'il y ait, vous savez, lieu de s'effrayer. Je pense que les hommes auraient tout intérêt à vivre avec des femmes fortes. Ils seraient plus heureux. Je ne parle pas de la femme dominatrice, je pense que personne ne devrait être dominateur, mais tout le monde devrait être fort, je crois. Est-ce que la Enfin, force aussi, c'est idéal. chez un individu, chez une femme autant que chez un homme, est-ce que la force essentielle, le moteur premier de la manifestation de cette force n'est pas d'abord de se vaincre soi-même? Oui, mais ça, c'est de la vertu, hein. Se vaincre soi-même, je ne crois pas que ce soit une chose assez fréquente. Mais si c'est de la vertu, vous êtes probablement une femme vertueuse. Et ici, je vais vous citer, et vous allez voir ce que je veux dire. Dans le tome 1 de vos souvenirs, vous commencez d'une façon très cinglante, comme vous savez le faire d'ailleurs, en disant j'ai tout pardonné, mais pourtant je tenais à ma haine. Oui. C'est très dur, ça. Et on a l'impression que si vous teniez tellement à une haine qui était en vous, et si vous avez tout pardonné en fin de compte, c'est que vous vous êtes vaincu vous-même. Voulez-vous nous rappeler qu'est-ce qu'elle était, cette haine, étant donné qu'elle était réelle? Bien, c'était la haine, c'était une haine et particulière et générale, hein. C'était la haine contre tout ce qui avait fait mon enfance, enfin presque tout, disons, ce qui avait fait mon enfance. Euh, et, euh, et le souvenir que j'en avais gardé et le traumatisme que j'en avais gardé pour un certain temps. Parce que, comme vous disiez tout à l'heure, je ne sais pas si c'est parce que je suis une femme forte ou si je pense que je suis une femme forte, ces traumatismes-là ont pas influencé toute ma vie, n'ont pas duré toujours, se sont guéris finalement aussitôt que les conditions ont changé. Alors, si vous me permettez, je vais résumer. Hein. Donc, c'est cette enfance extrêmement malheureuse que vous décrivez en quelque chose comme 5 ou 600 pages, Oui, justement. C'est là-dedans que l'on trouve la source de la haine que vous avez pu avoir pour certaines personnes, à cause de cette enfance extrêmement malheureuse. Bon, à oui. partir de ça, comment ça s'est déroulé? Euh, J'aimerais dire que pendant ce temps-là aussi, il y a quand même eu des choses qui ont été déterminantes dans l'autre sens. On dit souvent qu'une fille doit avoir eu un père, hein, qui doit représenter pour elle l'image de l'homme futur, hein, que si elle n'a pas eu cette image, elle sera incapable plus tard d'aimer un homme ou d'aimer des hommes ou d'aimer les hommes. Enfin, Mhm. euh, je pense que moi, évidemment, j'ai pas eu le père qu'il fallait pour ça, mais il y a quand même eu un homme dans mon enfance qui a tenu lieu de ça. C'est mon grand-père qui a fait que j'ai gardé l'image d'un homme qu'on peut aimer. Hein. Et je crois, c'est ce qui m'a sauvée dans ce sens-là. Mais à partir du moment où le livre se termine, comme vous me le demandiez tout à l'heure, enfin, c'est l'ouverture sur l'espérance de la liberté. Euh, Quand la liberté commence à se manifester suffisamment pour qu'on puisse y attacher le mot espérance, je pense que l'être humain est sauvé. Est-ce que vous écriviez quand vous étiez jeune fille, quand vous étiez au couvent? Ensuite, quand vous vous êtes libérée du joug familial, à quel moment ça vous est venu, ça?
C'est-à-dire que j'aimais l'écriture. Quand j'étais au couvent, j'étais toujours la première en composition française. Je pense que tous les écrivains peuvent nous dire la même chose, hein. La personne qui fait un écrivain, c'est l'ancien premier de classe en composition française. Mais je, je savais que j'allais écrire un jour, hein. Je savais ça, hein. Je me disais, bon, que j'étais un écrivain, moi, en puissance, là, qui allait un de ces matins se décider à écrire. Mais vous n'avez pas fait comme la Et majorité des non. adolescents, tenter votre chance quand vous étiez très jeune, écrire des nouvelles, commencer des romans, écrire des poèmes, Au couvent, oui, je commençais des mais romans pas comme par la ça, suite. mais vous savez, ça faisait 2 pages et puis après c'était terminé. Alors, de quelle façon vous Mais avez pris le tournant? bien, à un moment, je me suis sentie vraiment libre de faire quelque chose, hein, et je dirais peut-être même euh, un peu désœuvrée, hein. Je m'étais occupée de construire des maisons. On a eu une maison et puis on en a eu une autre. Et je m'étais beaucoup occupée de ça. Et je m'étais figuré à un moment donné que j'aimerais avoir une sorte de domaine à la campagne. Et puis je me suis bien aperçue tout de suite que la propriété ne me plaisait Mais pas, c'est hein. assez formidable parce que vous étiez déjà une femme mûre à ce J'avais moment-là. 44 ans. Je crois que c'est C'est-à-dire, rare. quand j'ai publié mon livre, j'avais 44 ans, donc j'ai commencé à écrire à 43 ans. Oui. Donc, c'était par désœuvrement que vous êtes lancé. Ça n'est pas par désœuvrement, c'est parce que le désœuvrement m'a laissé la liberté d'écrire, Voilà. je pense. Bon. C'est-à-dire que je n'avais plus rien qui me retenait d'écrire, et non pas j'ai écrit parce que j'avais rien à faire, hein. Alors, qu'est-ce que ça a Oui. représenté pour vous, ça, cette première expérience en littérature? D'abord, un plaisir que je n'ai pas retrouvé, hein. Le plaisir d'écrire ce premier livre, je ne l'ai jamais retrouvé. C'était probablement parce que c'était quelque chose de nouveau. Euh, Simplement le fait de m'astreindre, hein, à m'asseoir pour écrire, ça me faisait plaisir. Tandis que maintenant, c'est une chose qui est assez douloureuse, hein, Mhm. et que je me passerais bien de faire s'il n'y avait pas d'autres plaisirs Donc, inhérents ça à vous faisait l'écriture. plaisir, c'est-à-dire que c'est là que vraiment vous avez attrapé le virus, là. Vous avez Oui, aimé ça. oui. C'est votre premier livre qui s'appelle Avec ou sans amour, hein, qui a été publié en 58, qui Mhm. a remporté le prix du Cercle du Livre de France, Oui, je crois. oui. Bon. Ensuite, vous avez écrit Et c'est vous qui m'avez interviewé, vous souvenez-vous? Mais oui, je m'en Oui. souviens. Mais c'est moi qui vous Vous n'avez interviewe pas changé. encore, Oui. s'il vous plaît, cher. Ensuite, vous avez publié Doux amer, ensuite Quand j'aurais payé ton visage, Oui, et ensuite vos 2 livres de mémoire. mes 2 livres de mémoire. Euh, il nous semble, quand on repense à ces livres-là, et vous savez que je les ai lus, Merci. euh, Pauvre homme. il nous semble que, au fond, la publication de ces 3 livres qui ont précédé la publication de vos souvenirs, de vos mémoires, c'était une démarche qui avait pour but, un jour, d'écrire et de bien écrire la tragédie de votre enfance à vous. D'ailleurs, il y a une chose assez significative, je crois, c'est que dans tous vos romans, vous employez le je. Hmm. Enfin, c'est le je au deuxième palier, si vous voulez, c'est le faux je. Oui. Mais déjà, il me semble là qu'il y a une tendance chez vous, je ne sais pas si c'était volontaire ou non, mais qui vous dirigeait vers l'autobiographie. Je le crois. D'ailleurs, j'ai commencé cette autobiographie-là en commençant mon premier livre, hein, aussi. C'est-à-dire que j'ai commencé à prendre des notes, me disant, quand je voudrais le publier, il faudra que ça soit prêt. Il faudra que j'ai toutes mes indications, que je sache où je vais. Je sentais que pour moi, c'était la chose la plus importante, hein, qu'il ne fallait pas la rater. Et j'ai eu, je pense aussi, le sentiment que les mémoires des mémoires doivent être des mémoires d'écrivains. Pourquoi ça? Euh, je ne sais pas. Il y a quelque chose là qui est tout à fait difficile à expliquer, qui peut pas se formuler, je pense. Il me semblait, moi, qu'il fallait d'abord que j'écrive mes autres livres, non seulement pour me préparer à écrire, mais pour être un écrivain.
et qu'il fallait que je dise un certain nombre de choses avant de dire ces choses-là. Ensemble, vous êtes devenue romancière parce que vous vouliez devenir l'auteur de votre biographie. Peut-être, peut-être. Je ne saurais pas l'assurer, hein, mais il reste ça que je n'aurais pas commencé par mes mémoires. Mais est-ce que ça ne J'aurais signifie trouvé pas... ça futile. Vous avez été gâté à l'occasion de la publication de tous vos livres, je crois. Bien, enfin, je ne peux Ou pas à peu dire près. que j'ai fait l'unanimité. Non, Mais, personne non. ne fait l'unanimité. Il n'y a que Dieu qui fait l'unanimité avec lui-même. Oui. C'est gentil, ça. Euh, on va changer de terrain, si vous voulez. Vous êtes une femme extrêmement active, vous êtes une femme forte, comme on le disait au début. Je suis une femme paresseuse aussi. Hein. Non, non, je c'est suis pas- extrêmement active, mais je suis extrêmement paresseuse aussi. Donc vous êtes masochiste, vous. Non, je pense que le fond de ma nature, c'est la paresse. Et ayant honte de cette paresse, je travaille beaucoup. Je travaille beaucoup plus qu'une autre qui ne serait pas paresseuse et qui n'aurait pas honte de sa paresse. C'est une façon assez dynamique d'être paresseux. Ah. Faut l'admettre. Vous vous êtes beaucoup intéressé justement à cause de cette façon dynamique que vous avez d'être paresseuse. Vous avez beaucoup travaillé, par exemple, au plan professionnel, en tant qu'écrivain. Vous vous êtes occupé de la Société des écrivains. Vous avez été une sorte de suffragette au sujet des droits des femmes. Oui. Vous êtes féministe. Enfin, vous avez mené des petites bagarres. Je n'ai pas mené de vraies bagarres sur le plan du féminisme. D'ailleurs, vous savez, maintenant, les suffragettes, ça ne peut exister qu'en Suisse, je pense, parce que être suffragette, c'est demander le droit de vote. Hein, grâce à Dieu, nous l'avons. Mais L'émancipation de la femme dont on parle tellement aujourd'hui, vous n'y croyez pas tellement. c'est-à-dire que j'y crois, mais je ne crois pas qu'elle soit faite. C'est une chose qui soulève trop de passion, et c'est une chose difficile aussi. Hein. On a des siècles derrière soi, hein, d'un certain état qui est difficilement bougeable. Et il y a beaucoup de femmes qui ne veulent pas que cela change. Et il y a beaucoup d'hommes qui croient que si cela change, ça va affecter toute leur façon d'être, de se voir eux-mêmes, l'image qu'ils se font d'eux-mêmes. Et je pense que tout ça constitue une force d'inertie qui est dure. Mais hein, à vous-même, remettre. dans quel sens souhaiteriez-vous que ça change? Bien, je voudrais d'abord que les femmes aient vraiment le sens de leur égalité. Hein. Et je voudrais que cette égalité semble souhaitable aux hommes, qu'ils comprennent qu'il y a du bonheur à vivre avec son égal. Est-ce qu'il n'y a pas des femmes qui ont atteint ce palier actuellement dans Mais différents vous domaines? savez, Vous-même, par c'est exemple? toujours l'exception qui confirme la règle. Oui, Il ne mais faut pas tenir compte des exceptions. Les femmes qui s'en sortent, est-ce que ce ne sont pas les femmes qui veulent s'en sortir, justement, qui sentent le besoin de s'en sortir? Si les autres sont heureuses autrement, pourquoi les... Oui, mais là, on parle de cas d'exception. Et moi, dans le travail quotidien, le travail qui est à la portée de tous les gens, je connais beaucoup, moi, de chefs d'entreprise, de gens qui me disent j'ai sous mes ordres des garçons et des filles qui font le même travail. Les garçons touchent un salaire bien supérieur et finalement travaillent beaucoup moins que les filles, c'est-à-dire donnent un plus mauvais rendement ou un moins bon rendement parce que c'est entendu à la base, au départ, hein, que si la fille veut conserver sa situation, il faut qu'elle fournisse un bien plus gros effort. Donc c'est injuste. Oui, oui, c'est injuste. Qu'est-ce qu'il faut C'est changer injuste. dans la société pour changer cet état de choses? Oh, vous savez, tout est à changer dans la société, hein, pas seulement là-dedans, tout est à changer dans la société. Comme quoi, par exemple? L'aventure humaine est une aventure qui est mal engagée et moi j'ai perdu tout optimisme de ce côté-là. Hein. Je pense que les êtres humains ne sont pas assez bien pour mener leur aventure à bien. Oui, mais jusqu'à maintenant, quand même, l'homme a réussi à survivre, malgré tout. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a quand même, malgré tout, si on l'observe au long des siècles,
une certaine amélioration. Oui, et une grande détérioration. Vous savez, dans 10 ans d'ici, la moitié du genre humain sera occupée à assurer cette survie, hein. Je ne veux pas dire maintenant, bien sûr, les gens qui produisent du pain, du beurre ou qui traient les vaches sont occupés à la survie de l'humanité, bien sûr. Mais je veux dire à réparer les gaffes, les impairs, hein. Déjà, cette histoire de pollution dont on parle sans cesse, mais c'est une histoire qui a des siècles derrière elle, la pollution. On vient juste en 1970 de commencer à s'en occuper un peu. Ce qui veut dire qu'en 1980, je pense que la moitié du monde sera occupée à dépolluer l'univers de façon que l'homme puisse y survivre. Ah, c'est complètement stupide. Qu'on en soit venu là, ça prouve que nous ne sommes pas intelligents. Oui, j'ai le sentiment hein, que nous vivons depuis des siècles une sorte de décadence. Souvent on nous dit, mais non, voyez comme le sort des ouvriers s'est amélioré depuis quelques centaines d'années, ces dernières années. Oui, bien sûr, mais l'ouvrier n'est pas plus satisfait. Pas parce il est trop exigeant, mais parce que ces exigences ne suivent, et le développement des choses ne se suivent pas. De sorte qu'il est toujours aussi malheureux qu'il était, même en ayant plus de choses, plus de confort, plus de sécurité pour l'avenir. Oh, mais est-ce que c'est pas normal et est-ce qu'au fond l'homme n'est pas chanceux d'avoir cette faculté de toujours s'inventer de nouveaux mondes dans lesquels il aimerait vivre? Est-ce que c'est pas ça le moteur de l'évolution? De l'évolution, oui, mais il reste que ces choses-là ne se suivent pas. Et finalement, le sort des peuples, le sort des pays est aussi horrible qu'il était il y a des siècles, et que l'avenir est toujours de plus en plus sombre. Euh, Moi, je ne crois pas, par exemple, à l'avenir de la liberté. Je ne crois pas que la liberté va être une chose qui va finir par être complète. Je pense qu'au contraire, elle finira par disparaître complètement. Est-ce que ce n'est pas quelque chose, la liberté, qui se gagne au jour le jour, que chaque individu doit Oui, et gagner qui se pour soi? perd au jour le jour aussi. Et vous croyez qu'on est dans la pente descendante Oui, actuellement? oui, je le crois. Mais est-ce que ça ne vous donne pas le goût, si vous avez cette vision, si pour vous c'est ça qui est la réalité, d'essayer de faire quelque chose, de vous lancer comme vous êtes déjà lancé dans d'autres domaines, mais de vous lancer je sais pas moi, dans la chose politique pour essayer de transformer les Non, situations? non, pas du tout, pas du tout. Je pense pas que ce soit possible de transformer quoi que ce soit. Et c'est là que se situe mon pessimisme, hein. Je pense pas qu'il y ait quelqu'un au monde d'assez bien pour sauver le monde, d'assez intelligent, d'assez fort, qui ait une vision des choses assez juste pour sauver ni le monde, ni un pays du monde, ni un groupe d'un pays. Donc vous avez l'impression que malgré les apparences, l'homme n'a jamais fait vraiment de progrès, Non, ne s'est jamais surmonté. je ne crois pas. Et alors comment on se sent quand on est sûr de ça? Comment on peut accepter de vivre, par exemple, quand on est sûr de ça? Qu'il n'y a pas de débouché. Euh, je pense que c'est assez normal pour l'être humain d'être désespéré. Je pense il l'a toujours été. Il suffit d'avoir le désespoir gai. Tout ça chez vous, ça me semble toujours extrêmement raisonné. Oui, Vous me semblez une femme extrêmement raisonnable. Je me demande même si vous n'êtes pas dangereusement raisonnable. Vous voyez ce que je veux dire? oui. Est-ce que c'est pas très voulu, certaines choses? Mais je pense qu'il faut vouloir les choses. Je pense que c'est là que les gens se trompent. C'est en ne cherchant pas hein, à établir leur vie selon un schème voulu. Évidemment, je n'ai pas la vanité de penser que parce que j'ai voulu des choses, les choses se sont réalisées. J'aurais fort bien pu me tromper, moi aussi, plus ou moins, mais il se trouve que ça n'est pas arrivé. Mais est-ce que des sentiments ou des sensations ou des impulsions extrêmement qui viennent de très loin, on peut à partir de ça vouloir et en ajoutant le vouloir
sensation première, être capable de s'équilibrer comme ça tout au long de la vie? Est-ce que c'est vraiment possible? Pour certaines choses, je le crois, je pense. Par exemple, sur le plan de l'amour et du mariage, je pense qu'il faut comprendre très tôt dans la vie que si l'amour est nécessaire dans le mariage n'est pas toujours souhaitable dans l'amour. Mhm. J'ai aimé d'autres hommes dans ma vie. Je n'ai jamais voulu en épouser d'autres. Actuellement, au point où vous en êtes rendu en littérature, pour revenir à la littérature, qu'est-ce que ça représente pour vous? La littérature? Oui, le fait d'être un écrivain qui écrit encore actuellement. Vous savez, c'est mon travail, hein, l'écriture c'est mon travail. Pour moi, je considère ça comme un travail ordinaire, hein. Un écrivain, c'est un travailleur. Euh, il fait peut-être un travail qui est un peu différent de ce que les autres font, mais pas tellement des autres créateurs, parce que enfin, des gens qui gagnent leur vie dans la création artistique, ça y est, maintenant il y en a énormément, hein. Ça ne me semble pas un statut privilégié. Ça ne vous emballe pas comme votre premier livre dont vous nous parliez, là, vous avez emballé. Non, non. Mais je déteste écrire au fond maintenant, hein. La seule chose que j'aime dans l'écriture, si on parlait concrètement, c'est de refaire un livre que j'ai fait, hein, c'est-à-dire le deuxième jet. Ça, je trouve qu'il y a un plaisir immense à faire ça. Mais encore là, c'est le côté volontaire là, et strictement intellectuel qui vous intéresse dans cette Peut-être, hein, réécriture du livre. peut-être. Mais l'emballement là, de la création proprement dit du premier jet, vous Non, n'avez je plus. trouve ça assez pénible, hein. Je trouve ça très pénible d'écrire le premier jet d'un livre. Je commence à avoir du plaisir à écrire simplement quand j'ai terminé mon manuscrit, mon premier manuscrit, et que là, je peux le refaire. Vous, par exemple, vous avez un style souvent bref, très dynamique. On peut dire qu'il est dur, souvent. Les Hum, situations sont souvent hum. aussi très dures. Est-ce que Il c'est est votre... tendre aussi par moments, hein. Oui, et il y a de l'humour aussi, même dans vos mémoires qui sont très tragiques, Oui, enfin, c'est un il y a de livre l'humour. drôle, ça, les mémoires. C'est un livre drôle, au fond. Vous trouvez? Oui, ben, oui, parce que des vieux malheurs, c'est toujours ridicule, hein. Alors, moi, finalement, c'est un livre drôle, je C'est vrai trouve. qu'une fois qu'on s'en est sorti, on dit que c'était pas aussi Oui. pénible que Mm. ça peut le sembler, mais vous nous avez fait croire que c'était pénible. Ben, vous savez, les méchants, en fin de compte, sont bien plus ridicules qu'autrement. Bon, mais étant donné que vous êtes tellement volontaire, on peut se demander à un moment si votre style n'a pas été voulu. Comme pour vous, par exemple, l'amour peut être voulu jusqu'à un certain point, et la joie peut être voulue même dans un contexte pénible. Est-ce que vous l'avez beaucoup travaillé, votre style? Oui, oui. Et je le travaille encore énormément, et c'est pour ça d'ailleurs que le style change, hein, parce qu'on le travaille tellement. Au point où on Oui. en est rendu, je crois que c'est le temps de vous demander à quoi vous croyez actuellement. À peu de choses, en somme, hein. Euh, mais les choses à quoi je crois, j'y crois fermement, je crois beaucoup à l'amitié, par exemple. Euh, j'ai euh, j'ai plusieurs amis très chers, des amitiés, vous savez, sécotines, là, des choses durables et profondes. Et il n'y a rien qui est plus pénible pour moi, hein, que de perdre un ami, parce qu'enfin ça, on en perd Mhm. dans le cours de la vie. Il y a des ruptures parfois inévitables. Il y a des gens qui se dirigent vers des choses avec quoi vous n'êtes pas d'accord, et ça finit par vous séparer complètement. Je crois beaucoup, beaucoup à l'amitié. C'est une chose qui a énormément d'importance dans ma vie. Je crois au travail aussi. Euh, je crois beaucoup à la vieillesse. Tiens. Oui, je vois venir la vieillesse avec beaucoup de plaisir. J'ai des projets. Je me sens pas du tout angoissée par la perspective de vieillir. Et je, je suis contente, hein, d'être rendue à l'âge que j'ai. Je voudrais pas avoir 5 ans de moins. Vos projets de vieillesse, on peut les connaître?
Oui, oui, mes projets de vieillesse, c'est un village au bord de la Méditerranée. Vous allez pouvoir vous l'offrir. Oui, oui. Euh, Quelle a été aussi votre plus grande déception? Qu'est-ce qui vous a le plus déçu? Disons une chose dans laquelle vous auriez beaucoup cru et en laquelle vous ne croyez plus. Vous auriez dû m'écrire pour me demander de réfléchir à ça. Et puis Réfléchissez, là, j'aurais cherché, puis j'aurais peut-être trouvé. réfléchissez avec nous. Peut-être que ma plus grande déception, ce serait au point de vue travail, de ne pas avoir réussi à faire de meilleurs livres. Je pense que je peux dire ça sincèrement. Pourquoi? Si vous vous Parce que permettez j'ai de pas de passer, génie. vous vous permettez de passer un jugement, non mais à quelle marque vous reconnaissez que dans vos livres, il n'y a pas de génie? Oh, mais ça se sent à Quelle est la tout. lacune? Ça se sent dans la moindre virgule, ça, qu'on manque de génie. Vous prenez les livres de Balzac, par exemple, qui fourmillent hein, de petites imperfections, de Mhm, petites choses là. Le génie est là. Comment se fait-il? Comment se fait-il qu'on sache qu'il est là? Comment se fait-il qu'on pardonne, vous savez, cette chose qui n'est pas très bien faite, ou de temps en temps, Balzac dit des choses ridicules. Hein. Ça fait rien, on dit, il peut dire des choses ridicules, il a du génie. C'est ça. Est-ce que est-ce que ce ne serait pas à cause de la globalité d'un monde que vous offre un écrivain? Est-ce que ce ne serait pas ça quand vous sentez que l'écrivain est entièrement pris dans un monde total, Oui. peut-être même Et fermé dans un sur monde lui-même? total qui est un monde génial, ça, on n'en sort pas. C'est le degré de l'intelligence, quoi.